Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Sam TV. Le coup d'État du 18 août dernier au Mali continue de faire couler beaucoup d'encre. À l'issue du dernier sommet de la CEDEAO, l'institution a exigé la désignation d'un président civil d'ici le 15 septembre. Pour en parler, nous avons sur ce plateau Mamadou Yaya Baldé, journaliste politique et essayiste. Mamadou, bonjour. Bonjour madame. Alors, selon vous, est-ce que la junte va céder aux exigences de la CEDEAO d'ici le 15 septembre? Alors, difficile à dire, mais il faut rappeler qu'il y a un célèbre acteur de la révolution malienne, parce qu'il faut l'appeler ainsi, et aussi un éminent membre du M5 qui disait récemment qu'au Mali, en ce moment, il y a deux légitimités, à savoir le M5 qui a commencé la révolution et également l'armée qui a parachevé cette révolution avec le coup d'État que nous avons en tout cas vu. Je pense que la junte aujourd'hui bénéficie largement d'un soutien populaire de la part du Mali, des Maliens, des citoyens maliens, mais également de la part des acteurs du M5 qui ont déclenché cette révolution qui a conduit au départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. Donc aujourd'hui, la junte, c'est vrai qu'elle est sous pression de la part de la CEDEAO, des institutions internationales avec les sanctions, mais le fait que aujourd'hui la junte, les militaires sont soutenus par une bonne partie des citoyens maliens et même les acteurs, je pense que ça serait très difficile pour la CEDEAO de voir la junte se plier face à une telle exigence. Je pense que c'est trop demandé et je pense que les Maliens sont en train de faire leur propre révolution. La CEDEAO n'a pas à dicter une ligne de conduite aux militaires et c'est ce que d'ailleurs les Maliens n'aiment pas. Le M5 l'a dit et redit qu'ils ont pris leur destin en main et qu'ils n'ont pas vraiment beaucoup de leçons à prendre de la part de la CEDEAO, de la communauté internationale. Si cette communauté internationale peut venir aider en accompagnant, là ils sont d'accord, mais venir imposer une ligne de conduite, je pense que ça serait très mal vu et la junte, je ne crois pas qu'elle va céder, d'autant plus qu'elle est soutenue par une bonne partie des citoyens maliens et même des acteurs du M5. Alors la CEDEAO a également exigé l'organisation des élections d'ici un an au plus grand tard. Oui. Est-ce que, vu la situation actuelle, on peut s'attendre à des élections dans un an? Un an, c'est un délai extrêmement court, hein. On peut le vous dire, mais moi je pense que le délai, on devait d'abord, avant de parler de délai, on devait définir la feuille de route. Ce qu'on attend de la transition, quelles sont les tâches que la transition, en tout cas, doivent s'occuper. Une fois que cette feuille de route-là sera définie par l'ensemble des acteurs d'une manière inclusive, les Maliens de l'intérieur, la société civile, les militaires, les politiques, mais aussi la diaspora malienne, parce qu'il ne faut pas l'oublier, elle est très importante, elle contribue dès le début jusqu'à nos jours, elle participe, elle suit les débats, elle fait des propositions. Donc, ces forces vives de la nation, aujourd'hui, vont se retrouver, et c'est d'ailleurs le moment de saluer les consultations nationales qui ont commencé. C'est vrai que c'est pour 3 jours, mais je pense que c'est une occasion pour les Maliens de s'asseoir ensemble, de voir, de faire la différence entre ce que j'appelle ce qui relève de l'urgent et ce qui relève de l'important. Alors, ce qui relève de l'urgent, c'est ce qui doit être réglé pendant cette transition, c'est justement la question des élections, c'est la question de la continuité de l'État, du principe de l'État, c'est-à-dire les affaires courantes, parce qu'un État aussi, le Mali a des engagements avec d'autres pays, avec des partenaires traditionnels, donc il faut que l'État continue, donc la continuité du service public pendant cette période de transition-là, donc les affaires courantes. Mais à côté aussi, fixer un calendrier électoral réaliste et raisonnable. Et pour cela, moi je pense que ça peut prendre le temps nécessaire. D'autres Maliens, citoyens maliens, estiment qu'ils devaient consacrer les 3 ans qui restaient au président sortant, que ces 3 ans soient consacrés uniquement à la transition. D'autres parlent de 2 ans, d'autres parlent de 3 ans. Donc, mais tout cela, pour moi, le plus important, c'est de s'asseoir, c'est de s'entendre et de voir quelle est
est la feuille de route et quelle est la durée vraiment réaliste et raisonnable. Ce n'est pas à la CEDEAO de venir dire qu'il faut 6 mois, mais cette stratégie, elle est connue. Venir demander 6 mois, c'est une stratégie de négociation dans les relations internationales. C'est demander l'impossible dans le but d'obtenir le possible. Alors, nous savons que le Mali est toujours en partie sous embargo, les sanctions ne sont toujours pas levées. Et vu les échanges commerciaux que le Mali développe avec certains pays de la CEDEAO, est-ce que les autres pays ne sont pas en fait perdants également de cette situation-là? Oui, je pense que tout le monde est perdant. Hein. On ne sanctionne pas un peuple. Je pense que cette idée de sanction, c'est vrai que l'effet recherché, c'était de faire des pressions sur les militaires, mais en réalité, ce sont les populations qui sont vraiment les victimes de ces sanctions. Et aujourd'hui, cela est en train de réveiller le peuple malien parce qu'ils voient ça comme une sorte d'embargo et ça crée un esprit nationaliste, un esprit vraiment de créativité. Il y a un débat interne au Mali par rapport à tout cela. Ils ont très mal vraiment accueilli ces sanctions. Ils pensent que ce n'était pas le moment de sanctionner le peuple malien, mais au contraire, c'était le moment de les accompagner pendant cette dure période parce que les gens savent que le pays est dans une crise multidimensionnelle à tous les niveaux et ils n'ont pas de port. Bon, l'essentiel des marchandises proviennent du port de Dakar et du port de Conakry. Donc c'est un pays un peu enclavé en parlant de ce domaine-là. Alors, vu les exigences de la CEDEAO qui ont du mal à être appliquées au Mali, est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer que cette institution reste une institution forte pour la sous-région? Alors, je pense que c'est une bonne question. Alors, l'un des avantages de la crise malienne, c'est d'avoir montré, si vous voulez, les faiblesses de la CEDEAO. Aujourd'hui, je pense qu'il y a deux sortes de CEDEAO. Deux CEDEAO, parce qu'il y a d'un côté un groupe et de l'autre côté un groupe, donc il y a deux camps dans la CEDEAO. Et cette institution a longtemps été perçue comme un syndicat de chefs d'État qui ne défend que les chefs d'État entre eux, mais pas une CEDEAO qui défend les peuples africains. Et c'est en cela d'ailleurs que des acteurs de la société civile africaine réclament aujourd'hui la mise en place d'une CEDEAO des peuples. Une CEDEAO qui va défendre les intérêts des populations et non des intérêts des chefs d'État qui sont là pour des mandats bien précis et qui doivent partir. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque part l'un des avantages, parce qu'il faut réformer cette CEDEAO-là. Et c'est cette question-là aujourd'hui qui est posée. Quelle CEDEAO pour l'Afrique de l'Ouest? Donc, parce que d'abord, originellement, si on se rappelle, la CEDEAO avait une vocation économique. C'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais par après, on a vu des questions politiques s'incruster dans ses missions. Et aujourd'hui, elle a intégré ça et elle a réussi, bon an mal an, à s'adapter. Les crises politiques, les coups d'État, voilà, les questions de l'extrémisme violent. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une question fondamentale qui se pose, c'est comment réformer même la CEDEAO pour faire en sorte que cette institution ne soit plus une caisse de résonance, une sorte de syndicat des chefs d'État, mais également, tout simplement, une institution au service des populations de l'Afrique de l'Ouest. Alors, vous l'avez abordé tout à l'heure, la junta a entrepris des négociations avec les partis qui ont activement participé un peu au départ du président déchu. Et est-ce que vous pensez que ces négociations-là vont aboutir à un consensus? Oui, j'ai espoir parce qu'aujourd'hui le Mali, en tout cas j'entends un débat, je vois un débat national, je suis l'ORTM, je suis applicable, je vois les acteurs de la société civile, je vois la jeunesse très active, la diaspora, je vois la volonté des militaires de ne pas reprendre les erreurs du passé, le coup d'État de 2012 avec Amadou et Sanogo, je vois de la bonne volonté, je dirais même du volontarisme de la part
des acteurs. Et je trouve même qu'on devait associer même les partisans du président déchu, Ibrahim Boubacar Keïta, qui ont accepté de revenir sur la table, de reconnaître qu'ils étaient hier du mauvais côté de l'histoire, parce que c'est ça aussi, ceux qui sont restés dire jusqu'à la dernière minute, pas question qu'ils partent, alors que la réalité était tout autre. Je pense que oui, s'ils reconnaissent qu'ils étaient de l'autre côté, du mauvais côté de l'histoire, et qu'ils acceptent de revenir sur la table de négociation, je pense qu'on peut impliquer tout le monde, on peut vraiment construire un discours national, essayer de voir quelles sont les préoccupations du Mali en ce moment et pour le futur, et ensemble trouver des solutions et une transition qui pourrait déboucher sur des élections vraiment pluralistes et libres et transparentes. Alors si éventuellement ils arrivent à un consensus et que certains membres de ces partis font partie du gouvernement de transition, qu'est-ce qu'ils peuvent concrètement apporter au développement du Mali aujourd'hui vu la situation actuelle? Alors, ce gouvernement de transition qui sera mis en place, il faut le rappeler, ce n'est pas un gouvernement de développement. C'est un gouvernement qui a une mission bien précise, c'est comme je l'ai dit, c'est de gérer les affaires courantes, c'est-à-dire le strict minimum pour le fonctionnement d'un État, mais également comment préparer les élections à venir. Ça sera uniquement, essentiellement les deux missions de ce gouvernement. Ce n'est pas un gouvernement qui sera appelé à faire des réformes, à faire quoi que ce soit. Bien sûr, s'il y a nécessité de faire un toilettage de certains textes, la réforme électorale par exemple, la réforme de certains ou l'application de certains accords sur l'accord d'Alger, voilà, je pense qu'on peut jeter les bases, mais c'est au président qui sera élu à l'issue des élections prochaines, c'est à lui de traduire tout cela, toutes ces préoccupations-là, et d'ailleurs c'est lui qui a le gros du boulot. Cette équipe-là qui sera élue, c'est cette élection-là qui aura vraiment l'essentiel du job à faire, mais pas ce gouvernement de transition. Ce gouvernement de transition aura une mission bien précise, c'est gérer les affaires courantes et organiser des élections dans un délai réaliste et raisonnable. Alors ça fait des années que le Mali est confronté à une succession de coups d'État. Aujourd'hui, est-ce que vous y croyez encore, vous, à un Mali stable dans le futur? S'il y a un pays dont l'avenir aujourd'hui, dont je suis certain de l'avenir, c'est bien le Mali. Je suis très optimiste pour ce pays. Et pourquoi? Parce que je me dis, je le disais tout à l'heure, quand je suis Africable, je suis l'ORTM, je suis les débats qui se passent dans ce pays-là. D'abord, les Maliens sont conscients d'une chose. Tous, même les citoyens ordinaires dans la rue comme ça, ils disent que le Mali est dans une situation de crise profonde. C'est le discours de la rue, comme ça. Moi je me dis, quand les gens de la rue parlent comme ça, ils disent que nous sommes dans une situation vraiment très chaotique, dramatique, je me dis, ça c'est vraiment une prise de conscience nationale, très importante. Et sans prise de conscience nationale, on ne peut pas aller vers des solutions. Donc si tout le monde d'abord est d'accord que nous sommes face à un problème, moi je me dis, une bonne partie du problème est résolue. Donc les Maliens aujourd'hui sont conscients de cela, et à tous les niveaux. Donc pour moi le reste c'est une question de temps, c'est une question d'organisation, c'est une question de méthode, c'est une question de démarche. Mais je suis suffisamment optimiste pour ce pays, et c'est un pays, je dois le rappeler, qui a une histoire et qui est consciente, c'est une nation qui est consciente de son histoire. Rappelez-vous quand même, le Mali c'est Tombouctou, la cité des 33 saints, où c'était un carrefour civilisationnel entre le monde occidental et le monde oriental, donc le monde arabe. Donc c'est une vieille civilisation, l'empire du Mali, l'empire Songhai. Donc tout cela, ils sont dépositaires de cette histoire-là. Et les Maliens en sont conscients, ils savent tout cela. C'est pourquoi ils ne comprennent pas pourquoi ils sont dans cette situation-là. Pour eux, c'était inadmissible. Ce pays, c'est un grand pays par sa superficie. C'est un pays grand par ses hommes, des grands penseurs comme Amadou Hampâté-Bâ, et qui ont apporté même à la civilisation africaine traditionnelle. Donc je me dis, ils ne comprennent pas. Donc c'est pourquoi ce temps-là, c'est consacré pour eux à réfléchir, à se dire, il faut qu'on trouve cette fois-ci les bonnes solutions pour ne plus qu'on revienne sur les erreurs du passé. Et je suis très vraiment optimiste pour le futur du Mali. Parce qu'ils ont ce que j'ai appelé la nation, et ils veulent sauver leur État. C'est l'État qu'ils n'ont pas en ce moment, mais ils ont une nation, et pour moi c'est la base, c'est le socle. On peut construire maintenant l'État et partir. Mais le problème, c'est quand ils n'avaient pas de nation, mais ils ont une nation, et il suffisait de regarder justement la composition du M5. Il y avait toutes les entités nationales,
dans ce mouvement. Et c'est ce qui me rassure. Merci beaucoup, Mamadou Yaya Baldé, pour vos analyses. C'est à moi de vous remercier. Merci. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine. À très bientôt.